J'adore ce premier plan de Skyfall, il m'est toujours resté en tête. Je trouve que la musique donne un aspect presque comique. Bonjour à tous et bon retour dans ces vlogs formule normale et non pas formule californienne. Nous allons parler aujourd'hui de 007 Spectre, réalisé par Sam Mendes, qui vient de sortir à peine en France. C'est pour ça que je commence par celui-ci, il faut que je rattrape le retard de façon un peu logique et un peu rapide. L'avantage à avoir voyagé récemment, c'est que dans l'avion, j'ai pu me taper les 3 autres films qu'il y avait juste avant, parce qu'il y a tous les James Bond en fait dans l'avion, donc c'était très cool. Donc j'ai pu me retaper alors Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall, ayant vu du coup Spectre quelques semaines avant. Résultat des courses, à mon sens, mais on reviendra vite fait à ce qu'est mon appréciation de James Bond, c'est le plus mauvais James Bond que j'ai vu de ma vie. Et on est parti à 8 dans la salle, pendant que j'étais en vacances là-bas, avec des horizons extrêmement divers, c'est-à-dire aussi bien des Français que des Américains, que des femmes voilées dans le groupe. Tout le monde a détesté ce film, tout le monde est sorti en disant mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Et je crois que c'est à peu près le son de cloche qu'il commence à y avoir sur internet. Ce qui est étrange, parce que jusque-là ça s'annonçait sur des bons auspices, la bande-annonce a bien marché, mais ça aussi on y reviendra. C'est un des James Bond les plus chers du monde, ils ont battu plein de records, et puis ils ont fait plein de choses qui devaient être géniales et trop cool. Le problème c'est qu'on s'emmerde dans ce film. Et non seulement on s'emmerde, mais quand il se passe quelque chose, c'est pas très intéressant. Donc c'est assez problématique concernant un James Bond. Il va falloir essayer d'aborder ça à peu près dans l'ordre. On va commencer par l'aspect saga. En ce qui concerne ce James Bond, le James Bond de Daniel Craig, je suis pas du tout rentré dans Casino Royale, principalement parce que je suis pas du tout fan de tout ce qui est poker et choses dans ce genre-là, donc je comprends rien à ce qui se passe sur la table. Je comprends pas pourquoi il y a des trucs qui valent plus que d'autres. Je connais pas les points. Enfin bref, je piche que dalle à ce qui se passe, le bluff et le machin et tout. Je suis à des années-lumière de comprendre des trucs là. Donc du coup, ça, Casino Royale, pas vraiment. Quantum of Solace, c'était rattrapé sur un point. Alors, un truc que je déteste dans Casino Royale, c'est la musique du générique. Je déteste la musique qu'ils ont mis de Casino Royale, on dirait de l'espèce de rock californien de merde. C'est probablement pas du rock californien parce que je ne connais rien en musique, mais je déteste cette musique. Je trouve que c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que ça colle pas du tout avec James Bond et j'aime pas ce style. Donc si en plus vous me le mettez dans un James Bond que j'aime pas, bref. Quantum of Solace avait au moins un bon générique parce que j'avais adoré la musique, l'image était horrible et le film était totalement oubliable. Je ne me souvenais absolument pas de ce qu'il y avait. Tout ce dont je me souvenais, c'est qu'à un moment il y avait une nana recouverte de plomb sur un lit. Non, pas de plomb. Qu'est-ce que je raconte? De pétrole. Recouverte de plomb. C'est moi qui me fais recouvrir de plomb si je continue comme ça. Donc Quantum of Solace, vraiment oubliable. Et Skyfall, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai adoré Skyfall et quand je l'ai revu encore là sur le chemin, je recomprends à nouveau pourquoi. Et étonnamment, alors c'est ça que j'ai du mal à saisir, c'est un des meilleurs et a priori c'est sur ça qu'ils allaient partir. Et ils ont décidé de revenir sur leur histoire de Spectre. Parce que finalement, si vous regardez bien, dans Skyfall, on parle jamais de Spectre. J'ai l'impression que c'est une histoire complètement à part, en fait, dans l'histoire dans ce qu'ils essaient de créer. Et dès le début, j'avais du mal avec cette idée de raconter James Bond dans plusieurs films. De faire des films qui se suivent et qui racontent une histoire. Parce que James Bond, depuis le début, grosso modo, je m'avance Dernièrement, les James Bond qu'on a à peu près tous connus, ceux qui sont sortis dans les 20-30 dernières années, ne se suivaient pas. C'était tous ce qu'on appelle des stand-alone, qui pouvaient se suivre sans aucune logique et sans aucune raison. C'est aussi pour ça, par exemple, que M est resté Judi Dench pendant les 3 premiers épisodes, et que d'un seul coup, elle a été remplacée par Ralph Fiennes dans les derniers. Le casting les castings doivent évoluer et changer en fonction de chaque film, et non pas en fonction de qui... Enfin, bref. Il n'y avait pas cette idée de connecter les histoires. Et pourquoi est-ce que je trouvais que c'était pas bien pour un James Bond? C'est parce que, en principe, un James Bond, il y a un début, un milieu et une fin. Et le problème, c'est que tous ces autres James Bond, Casino Royale par exemple, mais Quantum of Solace, j'arrive pas à voir ce qui est accompli. Parce que tout ce qui est accompli, c'est une étape du plan final. C'est une tête du spectre qui est tombée et on sait qu'il y en a une autre qui va arriver. Du coup, il n'y a pas de sentiment d'accomplissement dans le film. Et si le film en plus est chiant, genre Quantum of Solace où il y a que des scènes de discussion et d'écoute et de machin et de gens qui se promènent dans des bars, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Ça amène pas à grand chose. Il y a pas grand chose d'intéressant à en tirer au final. Donc j'ai pas du tout aimé ce principe et arriver à Spectre pour finir avec ça. Alors je vais rester vague sur les détails du scénario, mais enfin,
l'origine du méchant, son plan, pourquoi est-ce qu'il attaque, et en particulier pourquoi est-ce qu'il fait tout ce qu'il fait, c'est-à-dire en gros tout ce qu'il fait était dirigé vers lui. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens avec les films qu'il y a eu avant, ça n'a aucun sens en termes simplement d'histoire. Vous allez pas me faire croire qu'il a monté toute cette organisation pour ça. Ceux qui ont vu le film comprendront, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas faire un retournement pareil. Et en plus, c'est vraiment un méchant de pacotille parce qu'il fait rien. Dans ce film-là en particulier, il ne fait rien du tout. Il donne peut-être vaguement des ordres de temps en temps. Il y a un moment où il dit à un mec de faire tel truc. On a beau savoir que c'est la tête de cette organisation, il a vraiment l'air d'être juste un espèce de méchant qui se retourne sur son fauteuil et qui fait Monsieur Bond. Un truc dans ce genre-là, quoi. C'est aussi basique que ça. Et quand on fait un film où on nous dit qu'on nous fait des méga scénarios et que Sam Mendes et machin ont passé des mois sur le scénario pour faire un truc vachement bien et bosser les personnages, pour en arriver à ça, les gars, vous avez pas dû bosser très longtemps. Donc cette conclusion-là est vraiment assez pourrie. L'histoire, grosso modo, du film me paraît très mauvaise et on y viendra un peu plus loin. C'est lié quelque part aux scènes d'action. Il y a pas de scène d'action dans ce film. Je précise. Les scènes d'action dans ce film sont soit molles, soit intéressantes mais se finissent en nœud de boudin, c'est-à-dire James Bond gagne très peu de ses bastons. Souvent, il gagne par surprise, vraiment par surprise dans ce film, par hasard, ou avec l'aide de quelqu'un d'autre. Mais lui-même n'accomplit pas grand-chose. Donc, encore une fois, on rend James Bond inutile presque dans son film. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'est pas juste là pour aller d'un point A à un point B et parler à des personnes pour avancer le scénario, il ne sert à rien. Et ces scènes sont, alors, soi-disant que elles sont toutes vraies et qu'elles ont du coup pété le budget parce que c'est un des James Bond les plus chers depuis que la licence a recommencé. Il est à 300 millions et quelques parce que toutes les cascades sont réelles. C'est-à-dire que les chalets les ont vraiment pétés, les avions les ont vraiment écrasés, les voitures les ont vraiment fait péter, etc. Ça coûte très très cher, ça rend peut-être pas mal à l'écran, mais c'est ultra court. C'est peut-être parce que ça coûtait si cher que ça, mais les scènes d'action dans ce film, en dehors de la scène d'ouverture au Mexique, et de la scène de fin, et encore, qui dure 20 minutes, mais 20 minutes, même pas à se battre, 20 minutes à chercher un moyen de fuir, ce qui est très bizarre, toutes les autres scènes d'action durent maximum 5 à, 7, 10 minutes, je sais pas s'il y en a une qui dépasse la limite des 11, c'est extrêmement court pour un film qui fait 2h30 et qui a pas tant de scènes d'action que ça. Je crois qu'une de celles qui dure le plus longtemps, c'est pour ça que je vais vous montrer à quel point les scènes d'action ne sont pas les scènes d'action. Une des scènes qui dure le plus longtemps, c'est une course à Rome. Ils ont eu tous les problèmes du monde pour réussir à tourner à Rome, ils ont pas pu tourner dans les bons endroits, etc. Mais du coup, au final, ils ont fait une course-poursuite dans laquelle il n'y a aucune destruction de propriété publique, de biens publics, et aucune destruction tout court. C'est deux mecs qui se courent après dans des rues, qui prennent des virages serrés, et à la fin, la course-poursuite se termine d'une façon particulière, mais rien d'intéressant ne se passe dans cette course-poursuite, ce n'est que de la vitesse, ce n'est que des mecs qui vont très vite. Alors, ça peut être intéressant une scène de course-poursuite, mais il faut qu'il y ait quelque chose en plus que simplement se promener dans une ville. En plus, ça paraît n'avoir aucun sens, parce que il y a tout un passage où il essaie de pousser une Smart ou je sais pas trop quoi, et tu regardes le truc, tu fais, mais à ce moment-là, à quelle vitesse t'avances vraiment, à quelle vitesse avance la voiture derrière, est-ce que c'est des voitures super puissantes quand même, comment vous pouvez... Extrêmement décevant. Vraiment, les scènes d'action sont pourries. Je peux pas mettre d'autres termes sur pas engageantes. Ce qui est pas forcément beaucoup mieux que pourri. Mais c'est vraiment... elles sont chiantes à regarder. Alors je sais pas si c'est moi qui ai des niveaux d'attente trop élevés ou un truc dans ce genre-là, mais la moindre scène de course-poursuite dans... alors c'est lequel qui commence en Afrique avec la poursuite en haut d'une grue, etc. Il me semble que c'est Casino Royale. Normalement. Oui, c'est l'ambassade, c'est Casino Royale. Cette scène-là durait, pareil, 15 minutes. Un truc assez long. Et c'était pas la scène de pré-générique, comme dans les autres James Bond. Là aussi, on a une scène de pré-générique qui dure assez longtemps, qui est la fête à Mexico, mais celle-ci était une scène qui venait après. Je veux dire, après Mexico, il se passe plus rien jusqu'à la fin, quasiment. Et à peu près au milieu avec la course-poursuite entre les voitures à Rome, mais c'est tout. Donc même celle-là, au début du premier film, durait vachement plus longtemps. Il y avait au moins plusieurs étapes, plusieurs choses. On passait d'une grue à un immeuble, à un machin. Ici, on change très rarement de décor.
et au fur et à mesure de la poursuite, et quand on passe dans un décor, on a peu d'intérêt pour ce décor en fait. Il est pas très intéressant, c'est juste un endroit où la voiture se faufile ou un truc dans ce genre-là. Donc il y a un très très gros défaut de scène d'action dans ce film, vraiment très très gros, parce que elles n'ont aucun intérêt. Et le personnage de James Bond en particulier ne résout jamais ses problèmes. C'est toujours les autres qui viennent l'aider ou un hasard. Je dis pas jamais parce que il doit y avoir au moins une scène où il faut un coup de poing, où il faut un truc dans ce genre-là, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Je globalise, mais je généralise, mais globalement, James Bond ne sert pas à grand chose dans ses propres scènes d'action, ce qui est quand même assez emmerdant. Pour finir sur l'action en parlant des méchantes, si au moins James Bond avait une vraie némésis à combattre. Et il y en a eu beaucoup dans des anciens films de James Bond. Je me souviens en particulier d'un espèce d'homme de main chinois. Alors c'est dans un saut avec Brosnan. Je crois que c'est Meurt un autre jour. Non. Demain ne meurt jamais. Voilà. C'est un de mes préférés. Je me souviens pas du titre. Bref, il y avait un homme de main intéressant et imposant qui pouvait au moins donner ça de sympa, quoi. Il était marquant, on pouvait le voir. Dans ce film, il y a un méchant qui s'appelle Drax. Hugo Drax. Pour le jouer, ils ont choisi Dave Bautista, qui joue un personnage qui s'appelle Drax dans Gardiens de la Galaxie. Je l'ai même pas reconnu, c'est pas le problème. Je m'en fous complètement. Le problème, c'est que ce personnage... Alors, ce personnage est présenté et montré dans la première scène comme un personnage assez horrible et assez méchant. En particulier, c'est un mec qui a des pouces très pointus, et qui, quand du coup vous met ses pouces sur les yeux, vous fait un petit peu mal. Il se sert une fois de cet objet quand on le présente. Il ne s'en sert plus jamais dans le film. C'est-à-dire que vous incrustez un personnage avec une arme qu'il définit, une arme de prédilection, et vous ne l'utilisez jamais. C'est ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov. Vous mettez pas un fusil chargé au milieu de la scène si personne ne tire avec pendant le reste du film. Vous pouvez pas juste le présenter comme ça avec ses pouces et après il se passe rien et ça devient juste un méchant qui te poursuit dans une bagnole. Donc attention, qu'est-ce qu'il est méchant, qu'est-ce qu'il est dangereux. Kidnappe vite fait une petite blonde là, on y viendra, la petite blonde, et c'est à peu près tout. Et ce méchant du coup ne sert pas à grand chose quand on se débarrasse de lui, sans vous dire comment. Il n'y a pas vraiment d'accomplissement, on sent pas que ce soit vraiment très intéressant. Enfin, on a l'impression qu'on s'est débarrassé d'un homme de main qui revient de temps en temps comme ça, mais pas un ennemi si imposant que ça. Et étant donné que le grand méchant n'est pas si imposant que ça veut dire qu'il n'y a rien de très imposant en fait dans ce film. Et pour terminer sur les scènes d'action, elles ne sont même pas sauvées par la musique. Il y a toute une scène qui se passe dans un train, où justement James Bond se bat contre ce personnage-là. Et pendant la première moitié de la scène de baston, et ça se reproduit très souvent dans les autres scènes, il y a beaucoup de scènes d'action qui n'ont pas de musique, où la musique arrive uniquement à la fin de la scène. Ce qui est une petite figure de style, ce qui peut être sympa, on y viendra à la version de Sam Mendes, mais ça ne sert pas à grand chose dans ce film-là. Un James Bond, c'est pas un film où on commence la musique sans rien, puis enfin la baston sans rien, et ensuite on met de la musique. Un James Bond, c'est... La baston commence, t'as des trompettes derrière, et puis t'as une petite batterie, et puis t'as un machin, et puis t'as... Enfin, voilà quoi, t'as un truc rythmé qui est vivant quoi. Là, je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas pourquoi ils prennent James Bond, mais c'est pas ça. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit ça, ou en tout cas c'est plus ça depuis très très longtemps. Alors peut-être que les vieux fans de James Bond sont très fans de tout ce qui va dans ce film-là, mais pour les mecs un peu plus modernes, qui n'ont reconnu que Brosnan, moderne pas en termes péjoratifs ou amélioratifs, c'est plus récent quoi. Ça a pas beaucoup de pêche et d'intérêt pour moi. Donc voilà, au niveau de la musique, elle était vraiment pas terrible. Alors le générique de ce film-là en particulier, je sais plus quel est le nom du chanteur, mais c'est d'un mou, c'est d'un inutile. Et alors dans les génériques de James Bond, celui de Skyfall passait, il était encore pas trop mal. Celui de Quantum of Solace c'était bien, mais il était pas en rythme avec la musique, ce qui était complètement con. Et Casino Royale était un très bon générique de James Bond, mais j'aimais pas la musique. Celui-ci, la musique est mauvaise, le générique est mauvais aussi. L'image est pas bonne. Un générique de James Bond, ça doit être quelque chose de fantasmagorique. C'est pour ça qu'il y a des nanas à poil qui dansent partout avec du feu et des machins. En vrai, les nanas dansent pas quand il y a du feu sur elles. Elles sont il y a que dans un James Bond qu'elles sont en train de se promener lascivement avec des flammes qui est partout sur le corps. D'un seul coup, je viens de voir un générique de James Bond qui finit très très mal avec toutes les filles qui sont en train de partir en feu. Bref, excusez-moi. Celui-ci, du coup, il est trop concret. Il y a un passage dans The générique
où il y a la salle dans laquelle se réunissent les membres de l'organisation du Spectre, où on voit la table en bois, tous les fauteuils, les mecs qui arrivent et le méchant principal au milieu. Et c'est 10 000 fois trop concret pour un générique de James Bond. Le premier plan, je crois, c'est Daniel Craig avec plein de nanas qui lui caressent le visage et machin. On dirait des chats, vous savez, qui lui font la toilette. Et et lui, il regarde et il fait une espèce de regard face caméra direct et tout. Normalement, il y a pas ça dans un James Bond. C'est le James Bond qui est dans le générique est une espèce d'incarnation métaphysique de ce que sera James Bond dans le film. C'est pas censé être un vrai Daniel Craig qui te regarde droit dans les yeux et qui te fait un regard caméra. Il y a quelque chose de foncièrement pas bon là-dedans, même si le regard caméra est quelque chose d'artificiel. C'est trop concret, c'est Daniel Craig au milieu de CGI et d'un générique. Il y a quelque chose qui va pas. Surtout pour des James Bond qui veulent faire aussi réaliste et crédible qu'ils veulent le faire avec cette nouvelle saga. Donc vraiment, à aucun point intéressant au niveau de action, histoire, musique. Ça, c'est un peu emmerdant, quoi. Ils sont entrés dans le Guinness Book des records pour la plus grosse explosion de l'histoire du cinéma. C'est génial, mais si vous voyez ce qui déclenche cette explosion, vous vous dites, c'est un peu exagéré là, les gars. Vous voulez dire que ce tout petit truc a provoqué l'explosion de tout un centre et ça fait ça à la fin. Il y a un côté presque grand guignolesque dans ce James Bond. On va passer au personnage et je vais commencer par James Bond parce que le problème c'est que non seulement il sert à rien, mais en plus je le sens pas en danger et j'ai l'impression que j'ai plus rien à apprendre sur lui. Le parcours psychologique de James Bond le plus intéressant a été accompli dans Skyfall. C'est la relation oedipienne avec M. Le fait que ce soit une mère de substitution pour lui, qui était orphelin, qui a été éloigné de ses parents, etc., etc. Cette quête, elle est finie. Skyfall l'a finie. Et c'est sans doute pour ça que Skyfall était aussi bien. C'est que c'était, pour une fois, on avait quelque chose à raconter sur James Bond, et c'est fait. Il n'y a plus rien à dire sur lui maintenant. La conclusion de ce truc, c'est ce qui a été démarré avec Casino Royale. Il y a un problème qui est lancé autour de James, avant même qu'il obtienne ses 2 zéros et qu'il devienne un agent. Et c'est en gros là-dessus qu'ils finissent ce film-là. Et ça n'a aucun sentiment d'accomplissement. Enfin, c'est assez nul. Et ce qui est emmerdant aussi, c'est que le personnage n'a pas l'air en danger. Souvenez-vous quand même que dans le premier film, il s'est fait massacrer les boules par Mads Mikkelsen et une corde à nœuds. C'était quand même plutôt intéressant. Dans celui-ci, il doit se prendre peut-être une ou deux petites explosions, une ou deux petites rafales, un petit choc de grenade ou un truc dans ce genre-là, mais grosso modo pas grand-chose. Et le moment où il est le plus en danger arrive vraiment à la fin du film. On lui fait des choses qui devraient normalement le mettre vraiment à mal. C'est-à-dire qu'on devrait, il devrait perdre des fonctions avec ce qu'on lui fait. Et on sait que c'est un risque. On voit la scène se produire et on se dit merde, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui pourrait vraiment le menacer, ça n'aboutit pas, ça ne le menace pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'explication qui est donnée et on laisse même pas le doute sur est-ce que ça pourrait être le cas. Alors, faudrait que je revoie le film, je l'ai vu qu'une fois. Peut-être que pendant la dernière partie du film, toutes les scènes montrent qu'il a besoin de quelque chose en particulier pour fonctionner normalement. Je peux pas tout vous dire, parce que sinon je vous fais du spoiler, je pense que vous allez quand même aller le voir, mais... Du coup, on sent bien que ce qui s'est passé avant n'a eu aucun impact sur lui et qu'en fait cette scène ne servait à rien. Et comme c'est déjà que des petites scènes de discussion un peu pourries, ça sert pas à grand chose. Donc en ce qui le concerne lui, c'est... Voilà. James Bond n'est pas intéressant dans ce film-là et n'a rien vraiment à apporter. Il y a plein de personnages qui reviennent de films d'avant, en particulier je crois que c'est Mr. White, qu'on voyait à la toute fin de Casino Royale. Donc vraiment, si vous vous êtes pas retapé les 3 juste avant le film, vous aurez du mal à le savoir parce que c'est un des personnages assez obscurs et tertiaires qui était très loin caché dans les manigances. Vous avez les nouveaux personnages qui sont là, à qui on développe des vies intimes, mais on s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'ils ont voulu essayer de vous montrer comment vivait Moneypenny chez elle, comment vivait Q, entre guillemets. Enfin, est-ce que Q c'est un peu plus intéressant parce que Q on le voit arriver sur le terrain et Q on l'a jamais vu sur le terrain. Donc en plus comme maintenant c'est Ben Whishaw que c'était un jeune acteur, on peut lui faire des choses sur le terrain. Mais
on s'en fout un petit peu en fait de le savoir. C'était pas très intéressant de savoir que Q pouvait aller sur le terrain et de développer la vie privée et personnelle de Moneypenny. En plus, sachant que c'est un truc qui reste très vaguement suggéré, je sais même pas d'ailleurs si c'est Q qui est dans le lit de Moneypenny. J'ai l'impression au niveau de la voix que ça pourrait être Q, mais après tout, tous les accents londoniens se ressemblent et tous les ça pourrait très bien être un autre mec avec une voix à peu près similaire à celle de Ben Whishaw, mais on s'en fout. À la limite, peut-être que le plus intéressant, ce sera le personnage de Ralph Fiennes, le nouveau M, mais même pas, quoi. Ça reste un personnage très noble et vertueux et il fait rien d'inattendu venant de sa part. Donc, pas très intéressant. Avant de passer à Léa Seydoux, Monica Bellucci, plus vieille James Bond girl de l'histoire des James Bond, puisque la plus vieille d'avant avait 37 ans et que Monica Bellucci approche des 50. Un magnifique témoignage à sa beauté, n'empêche que le personnage sert à rien, et que dans le genre, je me fais emballer par James en même pas 2 secondes chrono, elle est plutôt douée aussi, quoi. C'est-à-dire que non seulement avec ce qu'elle vient de vivre dans sa vie personnelle et privée, la situation dans laquelle elle est en général, etc., en principe, on ne baisse pas, même avec James Bond, quand on est dans cette situation-là. Et même si on est Monica Bellucci, qui est magnifique. Ça n'a pas de sens. Ce passage n'a vraiment aucun sens. Et il y en a un autre qui a aucun sens. Pour le passage de Monica Bellucci, elle est là 5 minutes. Donc, à la limite, c'est pas trop grave. Mais il y en a un autre qui a aucun sens, c'est avec Léa Seydoux, où ils sont, enfin, pareil, ils sautent dessus à n'importe quel moment, où on sait pas trop pourquoi, bref. Léa Seydoux ne joue pas beaucoup mieux en anglais qu'en français. C'est pas catastrophique, mais ça passe pas trop mal. Vraiment, c'est pas elle qui m'a le plus énervé dans le film. Si, ça y est, maintenant je me souviens. Elle est pas très convaincante, globalement, mais après tout, on savait, c'est Léa Seydoux, voilà. Globalement, les problèmes du film peuvent être résumés à la première scène. Je vais même dire au premier plan. Le premier plan de ce James Bond, alors déjà, succède à un panneau de texte qui marque, enfin qui est écrit « Les morts ne meurent jamais ». Ce qui, étant donné qu'on arrive en plein carnaval des morts à Mexico, peut avoir un lien, mais sur la globalité de l'histoire, je vois vraiment pas ce que ça vient prouver. Les morts ne meurent pas ou les morts ne meurent jamais. Enfin, je vois pas ce que ça a à voir avec le scénario. Et après ça, le premier plan du film est un plan séquence. Un plan séquence qui commence dans les rues, évidemment bondées avec 1500 figurants apparemment dans les rues de Mexico, monte un escalier, arrive dans un étage, dans une chambre, arrive ensuite en extérieur sur un toit et finit sur le toit d'un autre bâtiment. Un plan qui dure assez longtemps. Je crois, il me semble, hein, ayant vu le film, que c'est pas un vrai plan séquence. Parce que toutes les transitions sont beaucoup trop visibles. Et s'il n'y a pas eu de transition, à part utiliser un drone, je vois vraiment pas comment ils auraient pu faire tous les plans qu'ils ont fait. Et si vraiment il y en a un qui s'est passé la caméra à épaule à un autre mec pour qu'il aille dans l'ascenseur et qu'ensuite il y a un mec qui récupère le truc et la met sur une grue et la met sur machin, ça me paraît très compliqué. Alors peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'après tout c'est le plus cher de machin, mais je crois que ce plan n'est pas un vrai plan séquence, que c'est un plan, une succession de plans qui ont été truqués numériquement pour être liés en un plan séquence. Le vrai problème de tout ça, c'est que ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à part être un peu impressionnant, parce que effectivement il y a plein de figurants, que la caméra rentre partout et sort dans plein de trucs, etc. et fait des mouvements intéressants. En soi, ça sert à rien de faire le premier plan de son James Bond comme ça, quoi, en plan séquence, parce que il n'y a pas d'impératif de temps, il n'y a pas d'impératif de danger, il n'y a pas de, on sait même pas pourquoi. On devrait absolument voir tous les détails de comment James monte en haut d'un escalier pour arriver sur un escalier, sur un balcon. Enfin, c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses très belles dans ce film. Il y a beaucoup de très beaux plans, il y a beaucoup de beaux décors, il y a beaucoup de belles choses, mais tout est inutile. C'est-à-dire que, globalement, une fois que la scène se termine, ça n'a servi à rien. Et c'est quand même assez emmerdant parce que c'est pas comme ça que doit fonctionner un James Bond. En principe, et un film, à vrai dire, en général, en principe, une scène sert à quelque chose, sinon on la tourne pas. Et là, vraiment, il y a vraiment pas grand-chose à en sortir, donc assez décevant quand même de façon globale. Bref, c'est désormais le deuxième James Bond que j'ai descendu, ça veut donc dire que j'ai mes double zéros. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!